Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission décryptage proposée par Anews Expérience Client. Est-ce que les relations avec les clients se tendent ? Quelle est la justice perçue aujourd'hui entre les relations avec les clients ? C'est des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec nos invités, car ils ont lancé une étude spécialement sur le sujet. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Peggy Lorenz, qui est responsable du pôle expérience client au sein d'Engie Solutions. À ma droite, j'ai Christophe Benavent, professeur à l'université Paris-Dauphine PSL, et Marie-Louise Julien, qui est déléguée générale de la marque. Bonjour à vous trois. Bonjour, salut. Bonjour. Alors, une première question, Marie-Louise. En quoi consiste cette étude et est-ce que vous pouvez me donner le contexte et les motivations qui vous ont poussé à faire cette étude ? Alors les motivations sont assez simples, si j'ose dire. L'objectif d'une association, c'est de répondre aux besoins de ses membres. Et depuis un grand nombre d'années, nous entendons parler au sein de l'association, mais j'imagine dans un grand nombre d'entreprises, cette petite musique pas très agréable qui est que les relations entre nos clients, entre nos marques, les personnes qui nous représentent sont de plus en plus tendues. Et cette petite musique était effectivement tendue depuis longtemps. On a, à notre mesure, également avec Neoma Business School, réalisé une étude sur le sujet qu'on avait appelée la gestion des déviances, un sujet qui avait beaucoup fait parler à l'époque et encore aujourd'hui. Et il convenait, de notre point de vue, de voir si justement ce qui était remonté de la part des équipes, qui avait été amplifié par le Covid, était une réalité ou simplement effectivement un sentiment. On a voulu aller au-delà de ce sentiment. Et vu que nous travaillons régulièrement avec des académiques, nous avons eu le plaisir de nous rapprocher de nos amis de Dauphine et de Christophe Benavent avec lequel on travaille depuis longtemps pour accoucher de cette étude. Donc voilà le contexte, le but, répondre à nos adhérents, savoir s'il s'agit d'une simple musique ou d'une réalité. Et donc on a voulu franchir le Rubicon avec Christophe notamment. Alors justement, Christophe, quel était l'état de l'art sur ce thème ? Et est-ce que vous pouvez nous donner les grands enseignements majeurs de cette étude ? Alors bon, pour l'état de l'art, je vais être court, parce qu'il y a de la littérature dite scientifique depuis les années 80 sur un champ qui s'appelle le Customer Complaint. Donc on est dans un domaine qui est totalement balisé avec peut-être des évolutions, mais c'est peut-être pas le lieu d'en parler. Sur les enseignements de l'étude, c'est peut-être ça qui est le point le plus intéressant. Bon, il y a un premier enseignement tout simplement méthodologique, j'en ai 5, 6. Donc le premier enseignement méthodologique, c'est qu'il est possible de faire des enquêtes à questions ouvertes aujourd'hui. Et c'est la particularité de cette enquête. On a posé des questions simples. Est-ce que la relation, le climat de la relation se dégrade ou s'améliore ? Et on a posé la question pourquoi ? Et les gens étaient libres de répondre. Donc ça, c'est la particularité. Sur le contenu, j'ai 5 résultats. Bon, le premier, oui, ce qui était une intuition dans un groupe de travail de la marque, d'un accroissement de la tension et du climat de la relation, là c'est clair, grosso modo, pour deux collaborateurs qui perçoivent une tension accrue, on en a un seul qui trouve que la relation est plus apaisée. Donc on est dans un rapport de 2 à 1, pas la peine de donner de pourcentage, c'est très largement suffisant. Deuxième petit enseignement, il n'y a pas vraiment de différence sectorielle. Il y a un secteur pour lequel la situation est beaucoup plus tendue et on le comprendra facilement, c'est l'immobilier. Mais par exemple, un secteur comme l'énergie ne semble pas se détacher particulièrement et ça mérite réflexion. Le troisième enseignement, dans les différences systématiques, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit la relation comme étant plus tendue, ou plutôt dans quel contexte on la perçoit comme plus tendue, dans les contextes où l'orientation marketing de l'entreprise, l'orientation client, l'orientation vers la satisfaction n'est pas considérée comme capitale. Ça, c'est vraiment capital. C'est-à-dire qu'il faut être au maximum d'une échelle d'importance de la satisfaction pour qu'effectivement, on voit qu'on ait une relation non pas apaisée, mais juste neutre. Par contre, à chaque point de l'échelle, on voit une situation se dégrader. Alors ça, c'est, je pense, un message très très fort, en tout cas opérationnel. Être orienté client, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut être absolument orienté vers le client. On pourra peut-être discuter pourquoi. Le quatrième point,
Alors là, quand on a cherché à comprendre par le texte, par les verbatims, qu'est-ce qui fait la différence entre un climat apaisé et un climat de tension? Alors là, il y a quelque chose assez intéressant qui émerge, qu'on connaît bien en psychologie sociale, c'est les mécanismes d'attribution. Autrement dit, quand je gagne, c'est grâce à moi. Quand je perds, c'est à cause des autres ou de l'environnement. Et là, ça se traduit effectivement de manière intéressante. Là où on a le sentiment que le climat est plutôt apaisé, on voit des items qui tournent autour de l'amélioration organisationnelle. Donc les arguments qui sont invoqués, c'est le soin que prend l'organisation à soutenir ses collaborateurs et à se centrer sur les clients. On retrouve une autre version d'une certaine symétrie des attentions, d'une certaine manière. Et puis, dans le cas contraire, quand la relation est perçue comme tendue, eh bien là sont invoqués des phénomènes externes, donc c'est simple, Covid, Ukraine et inflation. Et puis, il y a peut-être un dernier point qui me semble assez important. Qu'est-ce qui fait que la relation est tendue? Quels sont les motifs qui tendent? Ça se focalise sur une variable, en fait, qui est le temps. S'il n'y a pas de réponse immédiate, mais on pourrait élargir la réflexion, ça va au-delà de la question de l'immédiateté. Si les clients ont le sentiment de ne pas contrôler, de maîtriser la situation ou un processus en cours de résolution de réclamation, alors manifestement, ça crée des émotions négatives. C'est la seule variable qui est dans la corrélation que vous avez fait dans les résultats? C'est le phénomène dominant qui permet de différencier, de discriminer le climat tendu et le climat plutôt apaisé. Donc attribution externe ou attribution interne. Ok. Alors justement, quand on est une entreprise, quel est votre retour d'expérience sur le sujet? Et est-ce que vous voyez que les relations effectivement avec les clients se tendent? Et quelles actions vous avez pu mettre en place pour pallier à cela? Alors, effectivement, chez ENGIE Solutions, on a été directement touché par les contextes énergétiques. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais nos marchés, nos métiers, en fait, ont été touchés, et nos clients. Du coup, quand on se repose la question de la tension de la relation ou de la tension des métiers, effectivement, on rejoint ce que partage Christophe sur le fait que la gestion du temps, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire, oui, c'est tendu parce que nos clients vivent des contextes compliqués, la hausse des prix et autres est impactante, mais cette notion de temps et de gestion du temps, on voit bien qu'elle est au cœur du système. Donc, en fait, ce qu'on a mis en œuvre, tu disais en termes d'action, c'est de se dire, OK, comment on peut renforcer un peu ce dispositif? OK, on traite les réclamations, on traite les demandes clients, mais comment on peut aller plus loin? Et honnêtement, on a renforcé, je dirais, l'information client sur des basiques. C'est-à-dire, OK, tu prends en charge, tu informes le client, et c'est essentiel. Tu l'informes sur le traitement, mais surtout, tu l'informes quand c'est clôturé, quand tu as fini de traiter sa demande. Et ça paraît élémentaire, mais pour le coup, d'avoir un peu tenu la barre sur le sujet, d'avoir un peu renforcé la communication là-dessus, ça a eu un effet assez positif pour les clients, parce qu'on a vu que la satisfaction des clients sur le traitement de leur réclamation, finalement, on a gagné presque 10 points sur le sujet, et même pour les équipes, parce que finalement, ça a renforcé un peu le pilotage, et je dirais même la mobilisation et l'engagement des équipes sur le sujet. Donc oui, on travaille sur des process, il faut réduire les délais de traitement, mais la communication, finalement, ça reste le nerf de la guerre pour capter un peu ces niveaux de tension qui font que on va résoudre le problème, mais si on attend 6 mois pour le résoudre, de toute façon, le client il sera mécontent. Merci. Et alors, est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples que vous avez pu voir en entreprise ou ailleurs? Mais je vais peut-être reprendre l'idée du temps et puis la pratique initiée chez ENGIE. C'est une pratique qui avait été identifiée chez un acteur mutualiste. Et en fait, ce qu'ils avaient mis en place, c'était d'habiter le temps, quelque part. On voit bien que la notion de répondre vite est importante pour permettre au client d'avoir l'impression d'avoir la main, qu'on ne se moque pas de lui, d'avoir de la visibilité. Et en fait, ce que cette mutuelle avait mis en place, c'était une pratique qui peut paraître assez simple, difficile toutefois à mettre en place, mais qui consistait finalement à réception de la réclamation, parce que là on parle grosso modo notamment de feedback issu de la réclamation, consistait à l'occasion d'un sorte d'accusé-réception de la réclamation,
de faire en sorte que l'entreprise prenne acte de la réclamation, donc par une synthèse, si j'ose dire, de « j'ai bien compris le point qui fait mal », donc avec une réelle empathie, pas sympathie mais empathie. Il y avait derrière également un délai de réponse qui était annoncé, et puis également l'identité de la personne qui allait suivre le dossier et également ses coordonnées directes. Et donc on redonnait quelque part la main effectivement au client en lui disant voilà, si vous avez besoin de nous recontacter, vous pouvez. Et il y avait en fait ce délai qui était annoncé qui était extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que dans une sorte de première cible, il n'y avait pas de délai annoncé, on pouvait répondre par exemple en 6 jours. Le client pouvait avoir l'impression qu'on lui répondait extrêmement tardivement. Et puis dans un autre cas, on avait annoncé qu'on répondrait sous 10 jours. Et en fait, le temps avait été vécu largement différent. C'est-à-dire qu'on avait pris plus de temps pour répondre, mais paradoxalement ou pas, en tout cas, le temps avait paru beaucoup moins long et la situation beaucoup moins gênante pour le client. Et donc, je pense que cette notion de maîtrise qu'évoquait Christophe est importante. Et puis évidemment, si l'entreprise n'est pas capable de tenir le délai, c'est de revenir vers le client pour lui dire qu'il faudra plus de temps parce que contre-enquête ou autre. Puis il y a un autre point qui paraît très simple et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre, c'est sur le fameux under-promise et sur-deliver. Peut-être que nos marques ont beaucoup promis et que c'est peut-être aussi le retour de la pièce. Quand on dit à nos clients, quand on dit à des personnes qu'on va faire vite, bien et pas cher, légitimement, ils peuvent s'attendre à ce qu'on fasse vite, bien et pas cher. Et on sait que l'équation est difficile à tenir. Alors justement, Christophe, j'ai bien compris l'histoire de l'attribution causale et j'ai bien compris aussi que la variable temps expliquait une partie de la corrélation. Mais dans votre étude, quelles sont les hypothèses qui peuvent expliquer ce durcissement de la relation ? Est-ce que c'est parce que justement, aujourd'hui, les clients ont accès à tout et finalement, cette variable temps, ils sont moins patients ? Quelles sont les hypothèses qui expliquent ce durcissement de la relation ? Et surtout, quelles sont les pistes de réflexion qui sont issues de l'étude pour pouvoir pallier... Moi, j'en ai 4 là, de 4-5 hypothèses. Mais peut-être une petite note complémentaire sur la manière dont les collaborateurs perçoivent l'attention, donc les mots qu'ils utilisent. Donc les plus fréquents, c'est agressif, c'est impatient, c'est exigeant. Juste en 3 mots, on a déjà une personnalité qui se dégage. Elle n'est pas systématique, globalement. Les choses vont plutôt bien, on parle d'évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut avoir. Bon, on a une première hypothèse, c'est effectivement de considérer qu'on aurait une condition économique dégradée et qui affecte directement les consommateurs, les rend anxieux, tendus, etc., etc. Bon, je dirais, moi je ne suis pas très pour cette hypothèse parce qu'on aurait dû voir dans ces cas-là des différences majeures d'un secteur à l'autre. Ils ne sont pas tous frappés de la même manière et notamment par l'inflation. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on retrouve, excepté l'immobilier. Mais dans l'immobilier, il y a un phénomène de cascade de problèmes. Il y a un problème énergétique, comme vous l'avez à Engie, mais ce problème énergétique va rebondir entre les syndics, les propriétaires, les locataires, et ça fait une petite explosion de problèmes. C'est la spécificité. Alors, parce qu'il n'y a pas de différence économique, j'ai assez peu tendance à penser que ça vienne de là. Et puis la situation économique, il faut l'avouer, elle est plutôt bonne en France, et meilleure qu'en Allemagne. On peut attribuer ça éventuellement à une certaine, déstabilisation des équipes. La période Covid a fait qu'un certain nombre de gens se sont retirés, qu'après on cherche à recruter sans tout à fait pouvoir recruter exactement ce qu'on veut. Et il y a peut-être une petite déperdition de ce côté-là dans les process et qui pourrait produire les choses. J'en suis pas encore très convaincu. J'avais une hypothèse, moi, qui était assez forte, de la mise à distance du client. Une des choses qui frappe dans l'équipe, on pose une question simple, par quel moyen de communication vous échangez avec vos clients ? Question ouverte encore une fois. Et là, c'est très, très impressionnant. Quand on parle de relation client, c'est une relation à distance dans 80% des cas. Le téléphone et le mail ont un taux de pénétration parmi notre millier de collaborateurs qui ont répondu, qui est de l'ordre de 80%. 80%. Donc l'échange, c'est un échange à distance, dématérialisé, qui n'est pas tout à fait complet et qui combine un canal asynchrone, le mail, avec un canal synchrone. Mais dans l'étude, on n'observe pas de différence. D'accord.
que les gens utilisent le téléphone, le mail, la visio, parce que d'autres canaux sont apparus, les plateformes intégrées, etc., il n'y a pas de différence sensible en termes de perception du climat de la relation. Donc ça ne vient pas du canal, ça, ou très peu de chance. L'exception, c'est le face-à-face, où la colère se manifeste beaucoup plus. On aurait pu penser le contraire par un effet d'immunisation. Hein. On est peut-être plus violent en téléphone qu'en face-à-face. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça aussi, je rejette. Qu'est-ce qui reste ensuite comme hypothèse ? Il y a une hypothèse qui est un peu... Il y a deux hypothèses qui restent, qui sont des hypothèses de changement de normes. La première, c'est un changement de normes, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, dans la nature des attentes. Effectivement, on a vécu un long moment, une longue période où le marketing, c'est la satisfaction des attentes et où il y a une espèce de convention sociale du côté des clients et des entreprises d'évaluer la qualité à l'aune de ces attentes. Est-ce que j'obtiens ce que j'espérais, hein, là, il y a une espèce de déplacement de cette norme et une norme qui est plutôt une norme de justice. Quel est mon droit ? Alors, d'où ça peut venir ? Ça peut venir d'un phénomène compétitif. Hein. Moi, ça me rappelle ma jeunesse, la Redoute, les Trois Suisses, 48 heures machin, 24 heures chrono. Et cette bataille du temps, on l'a vu aboutir dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure. Hein. Alors, effectivement, les humains sont des êtres adaptatifs et sur le long terme, si on a mieux, on a des attentes plus exigeantes. Et on considère que c'est un droit. Dans la même veine, on peut considérer qu'effectivement, la partie service qui est offert au client en plus du produit, quand il y a un produit, elle n'est pas un plus, elle est un nécessaire. Hein. Contrat de confiance Darty 1973, hein, c'était il y a longtemps. Pourquoi Darty a fait le contrat de confiance ? Parce que les produits n'étaient pas de bonne qualité. Quand on vendait de l'électroménager sans marque pour pouvoir baisser les prix, il fallait compenser par une capacité de réparation. Et quand on vend aujourd'hui des machines à laver qui sont absolument impeccables, le simple fait d'utiliser un service de réclamation client dans ce contexte, c'est déjà un droit qui n'a pas été respecté. Donc, des clients qui considèrent que ce à quoi ils doivent s'attendre, c'est pas ça, ce sont des droits auxquels ils prétendent. Et je pense que si l'hypothèse est juste, c'est ce qui explique qu'il y ait des espèces de décharges émotionnelles, parce qu'on réagit à l'injustice, généralement, par une forme de colère. D'accord. Hein, simplement. Et puis la dernière hypothèse, c'est un changement de norme langagière. Alors, un peu plus spéculative, mais j'ai le sentiment qu'à force de communiquer à distance, puisque notre mode aujourd'hui d'échange avec nos amis, notre famille, c'est un téléphone, c'est un SMS, c'est une messagerie quelconque, mais face à face, c'est quand même quelque chose en voie de disparition. De manière générale, on s'adapte à des nouvelles normes de langage et à des nouveaux systèmes d'étiquette. Quand on envoie un SMS, on ne dit pas bonjour, on n'a pas besoin. On va droit au fait. Quand on se rencontre dans un cadre semi-officiel, il y a toujours une phase d'étiquette, de diplomatique, où on neutralise en quelque sorte les choses, on crée la relation. En linguistique, on appelle ça la dimension phatique du langage. Hein. Ces choses qui ne servent à rien, qui ne disent rien, mais qui permettent de créer une relation. Alors je pense qu'il y a une espèce de dureté du langage qui se serait diffusée, pas simplement avec les nouvelles technologies, mais avec l'ensemble de la société, et qui amènerait en fait les clients et par conséquent les collaborateurs à avoir des rapports un petit peu plus rugueux. D'accord. Alors justement, les collaborateurs, merci Christophe, comment Peggy, on les accompagne ? Du coup, dans ces contextes-là, ce qu'on s'est donné comme enjeu en B2B, puisqu'on s'inspire quand même aussi beaucoup du B2C, c'est d'introduire dans nos dispositifs d'escalade, pour les clients et pour aider aussi les collaborateurs à traiter des situations un peu extrêmes, ce qu'on a appelé un service recours, qui va être, je dirais, un service consommateur qu'on va retrouver dans l'entreprise grand public, et qui va être là pour gérer des problématiques un peu complexes que les agences locales, finalement, n'auront pas réussi à traiter et qui va fonctionner avec, entre guillemets, une certaine objectivité ou autonomie vis-à-vis des entités concernées. Donc, ça n'a pas vocation à pouvoir apporter toutes les solutions, mais quand même, ça donne une porte de sortie pour les équipes et pour les clients avant
de vouloir tout de suite saisir des actions judiciaires ou le médiateur ou que sais-je, voilà, pour entrer sur des négociations qui vont être autres. Donc c'est assez récent pour nous, donc ça a quelques mois d'existence, mais on voit déjà les premiers effets, je dirais bénéfiques, justement pour se dire on arrive à capter un peu plus ces cas-là qui finalement, peut-être si on ne les avait pas traités, seraient montés en escalade avec tout ce qu'on peut imaginer comme procédures et autres associées. Donc je dirais, voilà, c'est la solution en tout cas qu'on a là décidé de mettre en œuvre pour justement essayer de répondre aux besoins des deux, du terrain, parce qu'il faut arriver à aider et soulager les collaborateurs, et les clients, bien évidemment, pour qu'on ait un dispositif qui puisse leur permettre, en tout cas, de solliciter différentes instances en fonction de leur niveau d'insatisfaction qui finalement n'aura pas eu réponse avec les équipes habituelles. Merci. Alors, si on veut aller plus loin sur cette étude, une dernière question, Marie-Louise. Quelles sont les perspectives à l'issue de ce travail et où c'est qu'on peut trouver les résultats, si on va avoir un peu plus de détails? Alors, vous pouvez retrouver les résultats sur notre site internet. Vous pouvez également... Donc, sur le site de la marque. Sur le site de la marque. Je crois qu'il y a un très bon blog à sortir de notre ami Christophe Benavent sur lequel vous pouvez également retrouver la synthèse. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, retravailler ou vous approprier à nouveau les travaux réalisés par Aurélien Rouquet et Jean-Baptiste Suquet, qui nous avaient accompagnés justement sur cette notion de déviance, alors qui peut être un terme qui légitimement peut faire peur, mais qui ne fait que écho à cette notion de norme, qui est finalement ce que l'entreprise prévoit comme quelque chose de normal. C'est un terme qui est utilisé. Hier encore, le hasard a fait que nous sommes tombés sur une étude qui émanait de l'association des transporteurs aériens, qui parle des unruly passengers, et parce que également dans le trafic aérien, on constate une hausse de 61% des comportements anormaux, en tout cas identifiés comme sortant de la norme, donc des déviants. Donc les travaux de Suquet et Rouquet, vous trouverez plein de choses. Et puis pour la suite, écoutez, que vous dire, si ce n'est qu'on va écouter nos membres pour voir ce qu'il convient de faire. Et je sais qu'il y a un petit groupe de travail qui devrait s'en emparer prochainement. Voilà. Et puis merci à News de nous permettre de faire rayonner ces collaboration avec nos amis universitaires. Eh bien, merci à vous trois. Merci. Donc, sur le site de la marque ou sur le blog de Christophe Benavent pour avoir le détail de l'étude. Merci à vous trois. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission décryptage proposée par Anews Expérience Client. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission et à la newsletter de Anews Expérience Client. À bientôt.